Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tier list où j'ai un petit peu galéré pour savoir quelle série j'allais traiter. Et puis je me suis rendu compte, après une petite réflexion, que j'ai encore fait en tier list aucune série que j'ai traitée en réac. Et je me suis dit que ce serait pas mal d'y remédier un petit peu. Et je suis parti sur la plus évidente pour moi, c'est-à-dire Star Butterfly, une série animée Disney, donc ça colle avec le thème principal de ma chaîne, et sur laquelle ce serait peut-être pas mal de revenir rapidement, parce que je pense que ce sera la dernière fois. Je pense pas me la revoir de sitôt. Ou alors vraiment de façon ultra tronquée, hein. Je prends vraiment que les épisodes qui me plaisent, c'est-à-dire un épisode sur trois. Et euh, je parle un petit peu de cette série tant qu'elle me laisse encore une marque, un impact. Parce que après avoir vu un petit peu la liste euh, relativement exhaustive, semble-t-il, des personnages notables de cette série, je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui, sur le temps, m'ont pas laissé une grande marque. Et c'est peut-être pas plus mal d'y revenir tant que j'ai encore un souvenir un peu notable avant d'oublier totalement. Ouais, cette série, pour ceux qui n'ont pas suivi mes réacs, c'est pas une série que j'ai adorée. Sur beaucoup de points, je n'aime pas le ton, je n'aime pas les conneries qu'on met en place qui dénaturent, qui rabaissent totalement les enjeux un peu sérieux qu'on veut mettre en place. Et donc, ouais, attendez-vous à ce que je gueule un petit peu à certains moments, hein, je vous le dis tout de suite. Mais avant de commencer, donc voyons un petit peu la base évidemment de S à F. Je ne vous dis pas s'il y aura des S ou des F. Je vous dis tout de suite qu'il y aura des F. Hein, les S, vous verrez. Et il y a y avoir deux petites catégories qui me sont popées en tête, c'est-à-dire ceux dont j'en ai un peu rien à foutre. C'est-à-dire que je me souviens d'eux, mais leur contribution était totalement superflue dans le grand ordre des choses en ce qui me concerne. Et il y a les... T'es qui déjà? Alors, envers pas mal de personnages, et on va faire déjà une liste un peu notable de ça, des personnages dont je me souviens à peine et qui m'ont laissé aucune marque, tout simplement. Donc, comment je sais même plus qui c'est ça. Mais vraiment, c'est qui? Je vois pas. Son look me dit vaguement quelque chose. C'est une de la famille de stars ou une relative, je ne sais pas. Il y a ce gars qui me rappelle plus l'aigle, le vieillard de la série Hercule qui apparaît qu'un seul épisode qu'autre chose parce qu'il me dit rien. Alors, après réflexion, je dis que c'est peut-être l'acolyte de l'araignée qui a accompagné Ludo à un moment donné. Peut-être, je me souviens tellement plus, très certainement, mais pas marqué du tout, donc t'es qui déjà? Alors, ça m'embête un peu parce qu'elle ne me dit rien, elle. Elle a un bon design, les autres je m'en souviens vaguement, ces deux-là. Quand je dis vaguement, c'est vaguement, mais elle je me souviens plus du tout, quoi. Je pense qu'elle fait partie de la troupe de guerriers qui se battent à un moment donné avec Marco et Capou, mais elle m'a pas marqué du tout, quoi. Elle a un bon design, mais en dehors de ça, elle a rien eu pour la démarquer. Les deux autres avaient une personnalité un tout petit peu plus notable, mais en dehors de ça, contribution inutile. C'est juste pour dire, regardez, on est des mercenaires, on est fort, on a notre passif de mercenaires. Rien à battre, sincèrement. Ils m'ont tellement peu marqué. Je me souviens juste vaguement de lui parce qu'il a une apparition rapide à la toute fin de la série lorsque Ekapu disparaît. Mais en dehors de ça. Ensuite, nous avons ce gars. Il me semble que c'est lié à l'épisode sur la liberté. Comme on dit. En dehors de ça, rien. Ça me dit rien du tout, quoi. Ce gars, je sais pas du tout qui c'est. Mais vraiment, je vois pas du tout à qui ça fait référence. Est-ce que c'est lié à la famille Butterfly? Un prince qui a rencontré une de nos anciennes princesses ou je sais pas quoi, il me dit rien du tout, quoi, hein. Ce petit chiot qui représente, me semble, ouais, le délire de la première saison, regardez, j'ai créé tout un tas de chiots qui tirent des lasers par les yeux, c'est la blague, c'est des chiots, quoi. Le gag, c'est qu'ils tirent des lasers par les yeux et qu'ils font chier le monde, mais sinon, ça n'a absolument rien d'intéressant. J'ai même pas souvenir qu'on ait rencontré un dragon dans la série, c'est vous dire à quel point ce personnage m'a peu marqué. Alors que de base, les dragons, c'est censé vous laisser une impression, mais alors là, punaise, je me souviens plus du tout, hein. Hein, à nouveau, un avis personnel, hein, si ce personnage vous a marqué, tant mieux pour vous, pas moi. Lui, si je me souviens bien, c'est l'espèce de connard qui vend des hot dogs hallucinogènes. En toute sincérité, je me souviens suffisamment de lui pour le mettre dans les rien à battre, pas trop dans les tickets déjà, mais
vraiment rien à battre, quoi. C'était une perte de temps abyssale, ce con-là. Alors, ça me dit vraiment quelque chose le visage de ce gars. Mais punaise, je sais pas du tout dans quelles circonstances il apparaît, qu'est-ce qu'il apporte à l'histoire, à quel moment. Vraiment, je me souviens de que dalle à ce niveau-là. Donc, je n'ai rien à dire sur lui, hein, t'es qui déjà. Ensuite, il y a euh, le nuage magique de Star qu'on voit deux, trois fois. Il me semble qu'à un moment donné, il devient totalement berserk parce que Star a mal utilisé sa magie pour la 53e fois. Ah, je me souviens suffisamment de lui pour le mettre dans le rien à battre, mais ça portait que dalle, quoi. Et pas comme s'il avait une personnalité ultra marquante pour moi. Je me souviens à peine. Il me semble que ouais, c'est l'espèce d'âme sœur de Star dans le monde des nuages qui sera important à la fin de la série, mais qui était clairement pas important, qui sortait un peu de nulle part dans la saison 3. Euh, Vous savez quoi, je vais pas le mettre dans rien à battre, dans Teki déjà. Il y avait suffisamment de détails sur elle. Je me souviens encore vaguement. C'est que maintenant que ça me fait tilt en fait. Parce que sur le coup, non mais ok, il y a un petit lien entre elle et Star. On montre un peu sa personnalité. Et... Ça allait. Ça allait. Elle était acceptable dans sa façon de considérer cette nouvelle vie pour elle. Et donc il y avait une espèce de décalage qui était pas si affligeant que ça. Ça allait. Après, nous avons donc le vendeur du magasin magique. C'était une perte de temps abyssale, tous les épisodes centrés sur ça. En soi, le personnage, il a une personnalité relativement drôle pour pas que je le déteste. Le problème vient pas du personnage ou de sa personnalité, ça vient des scénarios dans lesquels on le met en fait, quoi. Mais le personnage en soi, si on part d'une série comics, ça passe. Donc, et nous avons ce gars, et alors là, ça m'embête un petit peu parce que je sais qu'il est important, j'ai quelques souvenirs de lui, mais punaise, je me souviens plus du tout en quoi il a contribué de façon un tant soit peu notable dans la série en fait. Je sais qu'il est lié à Tom, il sert de conseiller d'orientation à l'école de Star et Marco le temps que ça dure, et si je me souviens pas d'un seul moment vraiment notable avec lui, donc ça c'est difficile. En fait, je vais pas le mettre dans Teki déjà parce que je le vois un tout petit peu, mais j'essaye de me souvenir d'un seul moment où il a été vraiment pertinent dans l'intrigue en fait. C'est un peu le truc. Et ouais, qu'est-ce qui est le plus insultant? C'est-à-dire que je me souviens du personnage, mais que j'en ai un peu rien à battre de lui, ou que je me souvienne plus du personnage. Du compte, c'est un peu à vous de vous faire votre idée là-dessus, mais c'est pour ça que c'est pas tout à fait la même chose en ce qui me concerne. Bon, on en revient donc à cette fin d'élagation des personnages un petit peu osef, on va dire, pour en venir aux personnages un tout petit peu plus notables, en commençant donc par les compagnons d'école du monde humain de Marco et donc Star, qui en fera partie pendant 2 saisons. Avec pour commencer, ce me semble Britney. La pétasse type, j'ai envie de dire, qui aurait peut-être pu avoir un bon développement si on l'avait montré plus, parce que je pense qu'en dehors de la saison 1, on en a rien à foutre du personnage. Donc, ouais, je déteste pas sa personnalité en soi. Je veux dire, je trouve même qu'elle a des réactions totalement légitimes face à la connerie de Star par moment. Donc, c'est rare de me mettre du côté de la tyran de l'école, mais à quelques moments j'étais un peu de son côté, ce qui fait que je peux pas la détester en fait. Mais le truc c'est qu'on la développe pas et ça va pas plus loin, donc allez, je la mets en C histoire de dire. Nous avons ensuite Alfonso et Ferguson. Il me semble que c'est lui Alfonso, lui Ferguson, et ce sont deux blaireaux sans intérêt qui nous font perdre notre temps durant la première saison et demie, et je suis bien content qu'on en ait vu de plus en plus rien à foutre d'eux au fur et à mesure des saisons. C'est ouais, une façon d'appuyer le côté un peu neuneux de Marco. Regardez, c'est un petit peu le délaissé de l'école, donc il a ses amis un petit peu nunuches. Euh, Déjà de base c'est pas extra, mais en plus, étant donné qu'on les appuie pour des tonnes de conneries à chaque fois, qu'on fait un scénario où ils sont mis en avant, c'est de la merde, ça n'a pas aidé une seule seconde. Leurs personnalités sont sans intérêt aussi, là.
c'est limite du F, mais bon, je vais pas non plus les mettre en F parce qu'ils ont quelques moments où ils sont acceptables en tant qu'amis. Ils ont quelques petites réflexions qui vont. Hein, c'est mieux que ce que je pourrais dire pour certains autres personnages à venir. En tout cas, nous avons donc un premier gros morceau qui a une importance vraiment notable dans la série, c'est-à-dire Jacqueline, le premier amour de Marco qu'il aime en secret depuis des lustres et qu'il finit par balancer comme ça dans un épisode pour dire au bout du compte je t'aime pas plus que ça, il faut que je passe à autre chose et après on fait comme si elle n'existait pas pour la remettre rapidement histoire de dire ah, je suis passé à autre chose, il n'y a pas de problème. Elle apportait quelque chose d'intéressant au début, lorsque je trouvais que le jeu amoureux dans cette série n'était pas affligeant, mais étant donné que au fur et à mesure, vous avez insisté de façon désagréable sur ça et que ça m'a de plus en plus gavé. J'avoue que son intérêt a pas mal perdu en importance dans ma découverte de la série. Donc c'est difficile à dire. Après, j'ai rien contre elle. Elle est gentille, elle a de bonnes remarques, elle est cool en soi. Elle est juste incrustée dans un arc global de la série que je trouve détestable plus il avançait. Mais elle était présente dans la première partie de cet arc qui n'était pas affligeante. Donc, plus du positif, on va dire. Hein. Ensuite, nous avons la fangirl de Star. Il me semble que c'est la numéro 13, comme elle le dit. Et j'arrive pas à croire ce que je vais dire, mais je pense que c'est un des éléments humoristiques les mieux réussis de cette série pour moi. Ce qui fait super bizarre parce que sur le papier, c'est complètement naze. On a la grosse fan totalement omnipilée par sa star chérie, qui n'est pas une seule seconde subtile à ce niveau-là, et je devrais détester ce genre de truc, mais il y a quelque chose de très amusant dans justement le comportement de Star par rapport à ça. Sur le fait qu'elle accepte ça de façon très naïve, très légère, parce que ça l'amuse en fait. Alors que si on avait joué là-dessus de façon un peu plus logique, c'est-à-dire Star qui serait un petit peu gênée par ça, qui la trouverait envahissante, tu te dirais c'est la routine comique que t'as vue des tas de fois et qui est pas très drôle. Le fait qu'on crée cette espèce de décalage dans sa considération de la chose, je trouve que c'est un des effets comiques les mieux réussis de cette série. Et en soi, oui, c'est juste une grosse fangirl complètement azimutée, mais elle arrive à être suffisamment drôle dans la mise en place. Ce qui est mieux que ce que je pourrais dire de beaucoup d'éléments comiques de cette série. Et ouais, l'épisode de retrouvailles rapides dans la saison 4 avec tous les anciens humains qu'on voit plus depuis des lustres, je trouve que c'est elle qui a le plus brillé dans cet épisode-là. Mais bon, c'est pas non plus un personnage sensationnel, mais je suis étonné de voir à quel point elle m'a marqué positivement pour ce qu'elle représente. Nous avons ensuite la prof, que j'aime pas plus que ça en fait. C'est un gros gag dégueulasse en fait. Regardez, on la transforme en monstre et puis on fait avec. On essaye un tout petit peu de lui donner un amoureux pour que ça aille nulle part, donc merci, au revoir. Et elle a juste un épisode, un demi-épisode où elle se montre responsable envers sa classe et je suis censé trouver que c'est un personnage génial maintenant. Sérieusement, ça c'est un truc avec les fans qui a tendance à mériter, c'est-à-dire qu'ils prennent une portion infinitésimale qui est bien faite autour d'un personnage et se disent c'est suffisant pour dire que ce personnage est génial. Bah non, pour moi ça suffit pas. Elle se montre responsable lors d'une sortie scolaire, c'est cool, c'est bien. C'est bien. Et en dehors de ça, c'était un gros gag, pas drôle. Donc non, pour moi, un personnage raté, totalement. Oui, je la préfère quand même à ces deux cons-là. Alors, ensuite, nous avons les parents de Marco qui sont acceptables. En toute sincérité, je préfère la mère au père parce que la mère a moins de moments débiles. On force des moments un peu débiles autour du père qui réagit trop stupidement, mais elle réagit un peu stupidement la mère aussi de temps en temps. En dehors de ça, j'ai pas grand chose à dire sur eux. J'aurais pu parler rapidement du délire autour de l'enfant qu'ils ont, de la sœur qu'ils donnent à Marco à un moment donné. Et c'est surtout un problème autour de Marco, ce passage-là, où il n'a pas pris de nouvelles de ses parents pendant plus de 9 mois en fait. Ah, vous avez
Un autre enfant, punaise, je savais pas. Pendant 9 mois, t'as pas pris de nouvelles de connard. Mais bien, va te faire foutre. Ce genre de truc m'énerve un petit peu, mais ouais, c'est juste que on en a rien à foutre de la relation entre Marco et ses parents. Presque jamais on appuie une seule seconde et qu'ils s'inquiètent de leur enfant. Ils disent juste vas-y, vas-y, fais ton truc, on est derrière toi et tu fais ce que tu veux. Puis après, nous, on est derrière, quoi, on existe. C'est tout. Ce qui les rend pas très intéressants. Mais ils sont pas affligeants. Ils sont pas affligeants. C'est juste des parents laxistes, sympatoches, quoi. Ensuite. Sensei. Alors on commence la liste des personnages détestables au possible avec ce qu'on a qui fait très certainement partie du top 2 des pires. Peut-être même le pire. C'est très difficile parce qu'une fois de plus, j'ai fait la liste des 3 personnages qui me hérissent le plus le poil. Il y en a 4. Hein. Vous verrez, il y a 4 personnages en particulier que je peux pas blairer. Et je pense qu'il est facilement au-dessus de 2 d'entre eux. Mais alors, on fera le topo plus tard, vous savez quoi? Je pense que je vais en mettre seulement 4 en F. Personnages, ce qui est déjà pas si mal, mais ouais, quoi, c'est des personnages que je peux tellement pas blairer. Et lui, je vois absolument rien pour le racheter. Je veux dire, autant pour les personnages que je vais critiquer par la suite, que je mettrai dans cette catégorie, je peux quand même situer quelques moments, quelques parties d'épisodes où ils sont montrés en lumière de façon intéressante. Sensei, non, c'est un connard, un débile qui fait chier le monde, qui nous fait perdre notre temps, et qui est un modèle complètement nul à chier pour Marco. Et le fait qu'on passe autant de temps sur lui dans les 2 premières saisons était particulièrement saoulant. Je peux tellement pas le blairer ce con-là. Nous avons ensuite le rival de Marco en karaté ou judo, je sais plus exactement. Euh, c'est un stéréotype pas particulièrement intéressant, mais j'ai vu pire. Voilà, j'ai vu pire. Je le trouve naze en soi, mais naze oubliable. J'ai vu largement plus énervant, hein, notamment lui. Donc, j'ai pas grand chose à dire sur lui. Et c'est ça qui conclut donc toute notre revue des humains secondaires. Hein. Il y a quelques humains principaux sur lesquels je reviendrai à la fin. Pour entamer donc la population de Muni et ses nombreux habitants en tout genre, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai essayé du mieux possible de départager ça de façon à ce que ce soit clair, mais c'est pas forcément évident. Et comme vous le voyez, hein, il y a un monstre que j'ai compté ici alors que j'ai pas compté ces monstres-là à ce moment-là. C'est compliqué, c'est compliqué. Hein. Il y a une variété de types de personnages à Muni qui est difficile de particulièrement catégoriser. Donc on commence avec un petit peu le groupe des bouffons, presque. Avec, pour commencer, donc, celui sur lequel on se centre un peu dans la saison 2, le ménestrel qui finira par chanter sa chanson qui déchire au début et qui part sur de la grosse connerie, qui met bien en avant à quel point Star est stupide et irritante dans ses premières saisons. Donc, il va en soi. Je veux dire, le personnage, son caractère, ça va en soi. J'ai rien de spécial à dire sur lui, quoi. C'est un artiste qui veut un peu afficher sa puissance, mais en dehors de ça. Nous avons ensuite les 2 autres bouffons qui se sont un petit peu montrés durant l'attaque de Muni par Tofi et 2-3 autres moments et que j'avais bien apprécié. Même si j'aurais pas été contre qu'on les appuie davantage. On appuie un couple entre elle et lui, ce me semble. Oui, je commence à voir une fois de plus quelques vagues souvenirs qui s'amenuisent. C'était plutôt sympatoche le couple qu'ils formaient, ce me semble. Et on a eu ce gars-là qui est un mime, qui est mon préféré du lot, que je vais mettre en B même. Si je ne m'abuse, ça se trouve, je confonds, mais c'est un mime qui avait vraiment pour moi les meilleurs moments de soutien à Marco lors de l'insurrection de Tofi Ludo et je le trouvais à la fois drôle et aussi classe dans sa façon d'aborder les choses. C'était un des points forts de cette partie-là pour moi. Et je trouve qu'il collait bien avec ces deux-là. Vous savez quoi, je vais un petit peu revoir à la hausse parce que j'ai le souvenir que de l'avoir apprécié celle-là et
Allez, c'est limite B-. Limite B- pour lui. J'ai rien d'ultra mauvais à dire sur lui, à part que bon, il amène une scène qui m'énerve, mais qui appuie la connerie de Star plus que le problème avec le personnage. Et lui, vous savez quoi? Allez, je vais le mettre en A-. Et carrément, je vais le mettre en A-. J'ai vraiment adoré ses interventions lorsqu'il est apparu. Et voilà, tout juste du A, quoi. C'est histoire d'avoir un peu de A quand même. Nous avons ensuite donc tout ce qui est royauté, ce qui avait été organisé un tout petit peu avec Star dans la saison 3 pour accueillir les monstres. Et donc c'est un peu difficile parce que, bon, on va parler d'abord de ce qu'on a. C'est un gag débile. Voilà, c'était ridicule, on a perdu du temps pour des conneries. Alors qu'on aurait pu approfondir l'initiative de Star de réunir les monstres et les différents princes pour arriver à faire cette paix de façon sérieuse et touchante, non, on a passé tout un épisode gag débile autour de ça. C'était du foutage de gueule. Et j'ai même pas souvenir qu'on ait grandement appuyé ce personnage de prince poulet plus en dehors de cet épisode, quoi. Il apparaissait de temps en temps en tant que gag, mais ça allait pas plus loin, quoi. Après, nous avons donc la princesse Herpès, je sais pas trop quoi. Alors, au début, c'est le gars qui est un tout petit peu drôle. Tu crois que c'est une spécificité de son peuple, mais en fait non, c'est juste qu'elle se prend sans arrêt des piqûres de je sais pas quoi. Et lorsqu'elle rencontre ce monstre-là, il le soigne grâce à son mucus qui a des propriétés guérisseuses. Donc c'est un peu drôle. En dehors de ça, elle n'est pas particulièrement marquante, mais c'est pas non plus comme si elle était affligeante ou... J'hésite un petit peu en fait, hein. J'hésite entre rien à battre et le C neutre. Parce que bon, je trouve quand même qu'elle apporte un tout petit peu quelque chose comme lui dans cette rencontre entre les humains et les monstres, quoi, de façon un petit peu légère et c'est pas non plus totalement anodin. Donc ouais, c'est pas totalement rien à battre. Mais c'est pas non plus sensationnel, quoi. Nous avons ensuite ouais, cette espèce de monstre élan. C'est pas vraiment un monstre, une fois de plus, ça n'a jamais été clair. En fait, certaines races sont pas considérées comme des monstres, d'autres oui. Ça a toujours été un petit peu bizarre pour moi, la façon dont c'était géré dans cet univers-là. Donc c'était un petit peu le second, l'espèce de soldat, entre guillemets, qui donnait les nouvelles, en particulier à Moon. Et il existe. Je veux dire, on essaye de lui donner une petite personnalité pour qu'il soit vaguement marquant, mais honnêtement, je n'ai un peu rien à battre, quoi. J'ai rien à battre, mais en même temps, c'est pas plus mal d'appuyer des personnalités un petit peu envers ce genre de perso-fonction, donc rien à battre, mais c'est pas non plus du rien à battre méchant, quoi. Je veux dire, c'est bien, quoi, il est là, mais j'ai un peu de mal, quoi. T'as rien à battre positif. Je m'en fous un peu, mais c'est pas plus mal d'avoir fait un tout petit peu cet effort là, d'identification. Pareil avec ce gars, même si c'est plus négatif, c'est le mec qui était chargé de la bienséance de l'organisation du palais, ce me semble. Ok, il en faut un. Vous lui avez donné une personnalité vaguement acceptable pour ça. Après, est-ce qu'il est marquant par rapport à ça? Non. Nous avons donc l'écuyère qui était un petit peu une rivale rapide de Marco à un moment donné qui a pas énormément évolué à mon souvenir et je trouve que c'était un peu une occasion manquée. C'est un peu un gâchis parce que il y avait moyen d'en faire quelque chose de bien mais tel quel il était un peu bof. C'est du D+, mais pas tout à fait du C pour moi. Nous avons donc le chevalier de la laverie, une grosse connerie de la série pour moi, parce qu'on l'introduit comme celui qui doit gérer le linge sale, et le linge sale c'est de la grosse débilité magique, parce qu'on n'a que ça à foutre pour appuyer notre univers de foutre des conneries comme ça. Donc merde, je trouve pas particulièrement drôle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'adorent, je le trouve sans intérêt, je vais même le mettre là, voilà. Ensuite, nous avons cet autre chevalier. En toute sincérité, je me souviens à peine. À peine, je sais que c'est un chevalier
qui prend de haut Marco, qui a tendance à se considérer comme un petit peu supérieur à tout, alors que vous avez rien branlé durant 2 saisons et demie, et au bout de la moitié de la seconde saison, vous dites ah regardez on est important nous, c'est allez vous faire foutre, vous êtes des merdes. Et au bout du compte, c'est même pas comme si on appuyait grandement leur puissance, le rapport dans pas mal de conflits qui auraient pu se mettre en place. Donc, en toute sincérité, ouais, c'est du rien à battre pour moi, hein. Ça ne mérite même pas que la classe, celle-là. Après, nous avons donc cette espèce d'inspectrice qui essaye de voir le mal partout pour les monstres. Donc, dès lors qu'elle voit qu'il y a une assemblée de monstres quelque part, se dit ah, il va nous attaquer à nous. Ah, je suis une grosse raciste, ne suis-je pas subtil? Ça fait partie de ces personnages pas subtils dans leur approche. Et étant donné qu'elle tient vraiment qu'un seul épisode, je suis un peu surpris qu'on ait même considéré pour cette liste, mais honnêtement, rien à battre. Rien à battre, c'était de la perte de temps. Il y avait moyen d'appuyer quelque chose en étant un tout petit peu plus subtil, en appuyant plus le message, une fois plus d'acceptation, qui est un petit peu le thème principal de cette série, mais on le fait très mal. Nous avons ensuite le contrôleur, l'inspecteur, qui vient voir si Star est prête et digne de contrôler sa nouvelle baguette magique. Et j'avoue qu'il a une présence. J'ai pas souvenir qu'on le voit plus que durant l'épisode où il apparaît, malheureusement. Ou alors, ouais, lorsqu'il réapparaît, ça doit pas être très marquant. Mais pour son apparition, ça va, ça va. Ça va, je vais mettre en haut du C. Après, nous avons le père temps. Un concept intéressant qu'on n'a pas énormément développé. Il a 2 apparitions notables. La première fois dans la saison 1, dans son épisode un peu attitré où le temps s'arrête. Et la seconde fois, lorsque lorsque Star se pose des questions sur la fameuse photo de son futur avec Marco, est-ce que c'est censé représenter quelque chose de fort, mon cul, la balayette, tout ça. On aurait pu gérer ça un petit peu mieux, mais une fois de plus, quelqu'un qui contrôle le temps, qui peut figer l'espace-temps et faire en sorte qu'on puisse suivre ça, je veux dire, ces genres de trucs totalement cheatés, et si on devait gérer ça de façon continue dans cet univers, il y aurait clairement moyen de blouser énormément de trucs. C'est pour ça que c'est toujours casse-gueule, ce genre de notion à incorporer dans une série. C'est pour ça que je déteste pas le personnage. En soi, je le trouve acceptable, hein, relativement sympathique, mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il apporte vraiment? Qu'est-ce qu'il apporte dans son approche, dans son rôle, à part juste appuyer un drame autour de Star complètement superflu dans la saison 4, et faire un épisode complètement individuel qui n'a aucun impact sur quoi que ce soit lorsqu'il apparaît. Il apporte rien. Donc, ouais, en termes de personnalité, de design, hein, c'est cool, mais en termes de contribution, que pouic. Nous avons ensuite donc le Grand Conseil des mages, sachant qu'il en manque un, ce me semble. À un moment donné, c'est une grande tête de cheval qui connaît la magie, tout ça. Enfin, bref, c'est compliqué. Enfin, de cheval, de licorne, une grande tête de licorne. Enfin bref, on commence par les moins importantes pour finir par la plus importante. Donc, le conseiller chèvre qui ne parle jamais, qui ne fait que bêler, que j'avoue je trouve relativement sympa pour qui il est. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui au départ est un peu présenté comme une blague, mais qui a quand même cette volonté d'aider, de bien faire. Et son petit sacrifice dans la saison 3 était assez fort, assez notable pour que si, il ait une certaine valeur. Hein, je le mets en C pour moi. Ensuite, nous avons lui qui n'est intéressant que par son design. Il représente un peu l'univers à un niveau métaphysique, je sais pas, c'est pas super clair comment il est censé représenter l'univers, ce gars. Et donc, visuellement, on fait des trucs de ouf avec lui, mais à aucun putain de moment, on l'incorpore dans l'histoire de façon un tant soit peu acceptable ou satisfaisante, quoi. Il existe. Si on essaye de le faire combattre vaguement de temps en temps, il se fait laminer comme une merde, donc super pouvoir mon cul, et c'est tout. Donc, c'est dommage! C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu en faire plus. Donc, je sais pas, c'est entre C et D.
J'ai envie de lui mettre le D+, du gâchis de personnage, du gâchis de potentiel. Parce que, en dehors de son design cool, qu'est-ce qu'il apporte? Vraiment. Après, nous avons Romulus, et là, c'est également un gâchis, parce que j'aime beaucoup Romulus dans les 3 premières saisons. Et après, on en fait un gros connard à la fin, même pas rachetable, on n'envisage pas de le racheter du tout, et puis merci, au revoir. C'est un peu dommage. Mais j'ai quand même un souvenir plutôt positif de ses nombreuses interventions dans la première partie, dans une partie notable de la série, donc je sais pas, je vais le mettre en B-. Je vais le mettre en B-. Et il mérite pas tout à fait d'être en C, un tout petit peu plus quand même. Et nous avons ensuite Ekapu, qui est clairement mon personnage préféré de cette communauté, qui a beaucoup de moments très sympathiques. Il y a ce côté, l'aventure m'appelle, j'ai envie de profiter de la vie que j'ai. Et j'apprécie le fait que lorsque nos héros à la fin, et je sais que c'est pas un truc un peu polémique parce que j'apprécie la direction de la fin, je trouve que ça aurait pu être montré plus en détail avant, ça aurait pu être beaucoup mieux amené, mais j'apprécie la direction de la fin. J'apprécie le fait que c'est quelqu'un qui appuie clairement, qu'elle a vraiment bourlingué pendant des millénaires, des dizaines, des centaines de millénaires, et que ça la dérange pas que ça se termine, en fait. Parce qu'elle sera une des quelques victimes de la suppression de la magie. Ce qui, une fois de plus, n'est pas super clair. Ça sera qui les victimes? On n'arrête pas de dire, attends, elle a provoqué une hécatombe, tuer toutes les créatures magiques, mais quelles sont les créatures totalement magiques en fait? C'est ça le truc. On voit bien que Ponyhead, par exemple, ne meurt pas, alors qu'elle est magique. On voit même qu'elle peut continuer à faire son truc où elle flotte en l'air, etc. Donc, ça veut dire quoi en fait, supprimer la magie? Ils n'ont jamais été clairs là-dessus, malheureusement. Donc, je pense sincèrement que supprimer la magie, ça n'entraîne pas la mort de centaines de milliers de gens, comme certains semblent l'insinuer. Et le fait qu'on ait un peu cette considération pour elle, et qu'elle soit d'accord parce que elle a bien vécu et ça ne la dérange pas, j'ai beaucoup aimé ça. Pour l'instant, c'est mon personnage préféré du lot. Ensuite, nous avons donc. Ouais, je crois que c'est un monstre de la baguette de Star. Je sais que c'est un monstre de la baguette de Star. Hein, c'est l'araignée qui a sa super capacité mitraillette, qui ne sert qu'une fois et après on en a rien à foutre. Et lui, je sais plus. Son design me parle, mais le reste. C'est un Teki déjà, quoi. Je sais plus dans quelles circonstances il a un rôle ou quoi que ce soit. Je vois plus du tout, quoi. Son design me parle, mais le reste. Quant à l'araignée, alors c'est ça le problème avec ce personnage. Je n'ai rien contre cette araignée en termes de personnalité. Je la trouve sympatoche en soi, surtout quand on voit les personnalités disparates, pas très intéressantes, qu'on crée autour des 12 000 monstres à l'intérieur de cette baguette. Il essaye un petit peu de gérer le tout en étant diplomate. Il a cette petite peur d'être mal considéré parce que c'est pas quelqu'un qui de base est considéré comme un grand guerrier alors qu'il se montrera comme tel. Ce qui peut être un petit peu facile parce que voilà, ça aurait pu être quelqu'un qui trouverait sa fierté en étant quelqu'un qui aide à consolider les liens et pas juste regardez, j'ai un super pouvoir qui fait super mal. C'est un petit peu facile donc ouais, je sais pas. En termes de personnalité, ça va. En termes d'histoire, je m'en fous un peu parce que je vous cache pas que l'histoire de ce qui se passe dans la baguette de Star, mais c'est du filler sans intérêt. Ça n'apporte que dalle. La seule contribution notable à l'histoire globale, c'est que dans un épisode de la saison 4, on appuie qu'il y a un espèce de sort interdit du côté d'Eclipsa. Voilà, c'est la seule chose que ça apporte, toute cette partie-là, mais sinon, on s'en bat les couilles. Et puis quand on voit l'apport de ce putain de sort à la con qui est utilisé qu'une seule fois, je me dis, ouais, c'était vraiment la peine de se casser les couilles avec ça, quoi. C'est... C'est un peu le problème. Contribution inutile, personnalité sympathique, mais contribution totalement inutile et vraiment une impression de perte de temps affligeante. Donc, je ne sais pas. C'est difficile à qualifier ça. En tant que personnage, je peux pas non plus le mettre en dessous de C. Mais je peux clairement pas le mettre au-dessus parce que putain, avec contribution merdique quoi. Nous avons ensuite, parmi mes chouchous, c'est-à-dire Krapotoro, qui est en A. Et pas loin du S, je vous cache pas, parce que c'est peut-être mon perso préféré de la série. Ça se joue à pas grand chose en fait, avec un qui viendra plus tard. Puisqu'on appuie que c'est quelqu'un
qui essaye de se trouver sa place. Au début, il essaye de suivre ce Ludo pour qui il a travaillé aussi longtemps en se montrant sérieux, organisé. Clairement, le seul monstre de l'équipe de bras cassés qu'il se porte qui a de l'intérêt déjà au début. Et lorsqu'on fait ce drame où il finit par se faire lyncher, complètement lâché par tout le monde, et qui doit un peu se trouver sa vie lui-même, lorsqu'on appuie ces moments là où on apprend à le connaître mieux, à mieux l'accepter, où il trouve le bonheur en se créant une famille, il y a quelque chose de vraiment très joli dans ce développement-là, dans cette évolution du personnage, qui aide énormément, énormément à appuyer le thème central de la série, qui est une fois de plus l'acceptation, quoi. La lutte contre le racisme, qui est fait en métaphore avec les monstres et les humains. Très, très très bon personnage pour illustrer ça, contrairement à d'autres. Celle-là. Et ensuite, nous avons donc une de ses filles, la fille qui parle en premier, qui est toute mignonne quand c'est un tétard et qui finit par grandir en oui, ben, un petit crapaud de taureau. Et c'est un truc qui m'a toujours fait bizarre parce que techniquement, il a pris ses enfants de nulle part. C'est pas lui qui les a fait, c'est pas lui qui les a pondus, ces œufs de bébé, mais en grandissant, je sais pas par mimétisme ou je sais pas quoi, ils sont devenus des monstres crapauds taureaux. C'est un peu bizarre, hein, parce que vraiment, hein, c'est vraiment des œufs qu'il a trouvés, enfin que Ludo lui a donné, dans un sens, si je me souviens bien. Donc ça fait un peu bizarre, je vous cache pas que comme par hasard, ce soit exactement la même race. Donc je me dis peut-être que ce sont des monstres mimétiques. Et en soi, elle est mignonne, elle est mignonne. Je vais pas la mettre en A non plus, faut pas exagérer, elle a pas un rôle trop notable pour ça, mais c'est un B sympathique. Un B sympathique. Ensuite, nous avons fait le frère, le cousin de Ludo, qui essaye un petit peu de voir en lui un modèle et qui servira à le remettre sur le droit chemin. Ah, ok. Ludo, ça va être un gros morceau, ça. Le développement qu'on fait autour de lui à la fin, à partir de la saison 2, j'ai envie de dire, ça essaye vraiment de donner de la complexité à un personnage de méchant gag débile. Parce que c'était un gros méchant gag débile. Et le problème avec ça, c'est que ça ne m'enlève pas ce qu'était le personnage. Et même dans la saison 2 où ça commence un petit peu à changer, il y a beaucoup de moments où ça reste un perso gag débile. Et lorsqu'on essaye de complexifier un petit peu sa vie en disant ok, tu peux lâcher cette affaire-là et te poser à avoir des relations plus saines, etc. autour de ce personnage, de son frère, tu te dis ok, ça aurait été cool d'amener ça mieux qu'avec un personnage débile qui veut s'en prendre à Star parce que mon cul, quoi. On ne met quasiment jamais en avant ses motivations à part que ah, je suis méchant, je veux le pouvoir parce que si ça. Genre, j'ai été mal considéré à mon anniversaire, ce genre de conneries, quoi. Enfin, à aucun moment on appuie des motivations fortes sur pourquoi c'est un méchant de base, ce con-là. Pourquoi il y a autant de monstres qui le suivraient, etc. Et à chaque fois qu'on essaye de complexifier le personnage, tout ce qui me vient en tête, tout ce qui transparaît pour moi, c'est le fait que vous l'avez introduit avec le cul. Et que cette complexité que vous essayez d'appuyer autour de lui n'est pas méritée une seule seconde. Et donc son frère fait partie de ça. Son frère et toute sa famille de base, parce qu'on voit que ses parents sont des connards qui l'ont mal considéré, etc., etc. Son frère fait partie de ça. Et en termes de personnalité pure, il y a quelque chose d'un peu touchant autour de lui, mais en termes d'apport, d'incorporation dans l'arc de Ludo, je le trouve assez malvenu, un peu tâche. Mais il est mignon à un certain degré, donc c'est moins. C'est moins. Je vais mettre là, tiens, ouais, c'est moins. Ce qui nous amène donc à Ludo que je ne supporte pas. Parce que c'est majoritairement un gros débile. C'est une espèce de caricature sans intérêt, stupide, qui n'a absolument aucun intérêt dans ses motivations. Et lorsqu'on essaie de le complexifier, comme je l'ai dit, ben, ce n'est pas mérité pour moi.
Ce qui fait que, ouais, les trois quarts du temps, les épisodes centrés sur lui sont juste affligeants et appuient le côté, parce que pipi caca, j'exagère, le côté ultra gamin de l'humour qu'on veut faire passer au détriment des enjeux sérieux qu'on peut vouloir un tout petit peu instaurer. Donc, ouais, c'est désagréable à ce niveau-là, quoi. Je trouve sincèrement qu'il fait chier à cet égard. Bon, nous avons ensuite une espèce d'araignée qui le suit. Je me souviens surtout de son design, le fait que, dans un sens, c'est un animal de compagnie forcé, mais qui finit un peu par se mettre de son côté. Une fois de plus, il me semble que l'aigle aussi c'est pareil, mais punaise, il m'a pas marqué du tout. Alors que l'araignée, étant donné que on introduit cette araignée dans sans doute le meilleur épisode centré sur Ludo, hein, au début de la saison 2, où on le montre en train de commencer à renaître de ses cendres. C'est-à-dire qu'il a été totalement éjecté de chez lui, il se retrouve à un endroit inconnu et donc il doit se débrouiller pour survivre. Et on le voit un tout petit peu remonter la pente et se montrer un petit peu supérieur face à cette araignée qui le forçait à manger ses restes. Maintenant c'est lui qui la force à manger ses restes. Il y a quelque chose de fort dans cette symbolique-là, dans le visuel. Et en soi, en tant que monstre sbire, il y a une présence suffisante qui passe mieux que pour l'aigle, il me semble, une fois de plus, je suis pas sûr à 100%. Une fois de plus, vous avez peut-être pas aussi mis le meilleur profil. Cette espèce de gueule qui fait, ça donne pas vraiment cette impression que c'est une espèce de monstre puissant qui le suit, quoi. Je trouve qu'elle est assez marquante à ce niveau-là et qu'elle mérite un C. Ouais. C'est. Ensuite, nous avons Toffee. Alors, c'est un gros morceau. Toffee, quelqu'un que j'aurais pu facilement mettre en A, voire S, mais qui a une conclusion de merde qui, dès lors qu'on se penche sur lui, n'est pas très clair dans ses intentions et surtout dans comment il veut les faire passer. Parce que si son but c'est se débarrasser de la magie parce qu'il a un problème avec, pourquoi il s'est cassé les culs à mettre en place tout ce délire? Une bonne partie de ses choix m'a paru particulièrement forcée et pas très représentative de son côté beaucoup plus intelligent, beaucoup plus réfléchi de la totalité des autres méchants de cette série. Parce que oui, tous les autres méchants sont un peu cons à un certain degré, hein. Faut dire ce qui est. Lui, c'est le seul à être un peu un intellectuel. Et étant donné que cette série n'est pas super intellectuelle, faut arrêter les conneries, elle n'est pas très intellectuelle cette série. Vouloir dépeindre l'intellectuel de façon maladroite comme ça ne l'aide pas. Et je le redis, je pense que le plus gros problème quand même, c'est le fait dont on le rush à la fin. Il y avait clairement moyen de faire plus que ça. Néanmoins, je ne vais pas renier une seule seconde qu'il a énormément de moments classe, il a une vraie présence, et lorsqu'on le confronte les rares fois, malheureusement où ça arrive, eh ben, il envoie du pâté. Il est marquant à cet égard-là, et je l'apprécie beaucoup sur ce point. Donc ouais, je vais le mettre en haut du B, alors qu'il aurait mérité très facilement un A, voire un S, mais il vaut pas plus que B à cause des problèmes d'écriture autour de lui. Nous avons ensuite donc notre troisième méchante principale, je reviendrai sur la deuxième plus tard. Mina, qui est pas inintéressante dans le concept, mais qui, une fois de plus, appuie le thème de la série de façon un peu grossière. Parce qu'on appuie le fait que, une fois de plus, il y a ce passé entre les mi-humains et les monstres, où pas mal de mi-humains considèrent les monstres comme des parasites. Et il y a cette transition à faire qui est délicate à instaurer, en particulier dans la saison 4. C'est pour ça que dans la saison 4, lorsqu'on met les pieds dans le plat là-dessus et qu'on montre ça directement, c'est particulièrement impactant, ce qui fait que c'est ma préférée, vraiment. Et Mina, le problème, c'est qu'elle appuie tout simplement cette caste de gens qui veulent que les monstres soient mis à part. Les monstres sont des plaies, des méchants à combattre quoi qu'il arrive. Il y a ce côté très binaire de sa façon de penser qui est intéressante en soi de base, mais qui n'aide pas à la rendre très complexe. Je trouve sincèrement qu'elle représente une menace tout à fait acceptable dans la fin, mais elle aurait très certainement mérité à être peut-être un tout petit peu plus appuyée par autre chose ou à ce que
à ce qu'on appuie un petit peu mieux cet état de fait dans les saisons précédentes. Parce que dans la saison 1, c'est une grosse blague. Son apparition, c'est de la merde dans la saison 1, je suis désolé. Et lorsqu'elle finit enfin par avoir un rôle important dans la saison 3, alors que bon, elle aurait pu un tout petit peu participer lors de l'insurrection de Tofi, Ludo et aider à ça, puisque c'est quand même un peu important ce truc-là, mais non, elle a rien branlé à ce moment-là parce que ta mère. Euh, Lorsque elle commence à avoir de l'importance dans la saison 3, je trouve qu'il y a un manque d'instauration notable à cet égard-là. Et surtout, au bout du compte, c'est vraiment un portrait un peu simple du gros conservateur, vous savez. Et ça passe en tant que menace, mais on aurait peut-être pu être un petit peu plus subtil dans cette représentation du conflit, du thème principal de la série. Je le mets en, ouais, je le mets en bas du B, je vais le mettre dans le B-, mais elle aurait pu être plus si elle avait été mieux gérée au fil de la série, si on avait un tout petit peu moins été moins gras sur le conflit qu'elle représente à la fin. Nous avons donc tout ce qui est sbire d'Odieuse pour commencer. Et on va parler de ce personnage là aussi, ça va être un gros morceau. Avec donc l'homme de main lézard. Il est classe. J'ai rien à dire dessus, hein, je comprends pas pourquoi il continue à la suivre alors que c'était juste un homme qu'elle a engagé, mais après, maintenant qu'il a été réduit en cendres et qu'il recommence à pousser, il dit maintenant je suis totalement avec elle. C'est un peu bizarre ça, mais sinon c'est juste un homme de ma classe. Ensuite, nous avons donc une espèce de Frankenstein second de odieuse. Intéressant dans son attache envers elle et le fait qu'il est prêt à aller loin pour elle. Je trouve qu'on aurait peut-être pu un tout petit peu plus appuyer ça, mais en soi, son attache était plutôt pas mal. Le fait que on le ridiculise de temps en temps n'aide pas énormément à l'appuyer, mais ça va, ça va. Je trouve qu'il passe bien. Allez, je le mets en haut du C. Et enfin, donc, nous avons Odieuse slash Météora. C'est trois personnages en fait ce truc. Mais j'aurais peut-être pas été contre qu'on fasse trois segments, trois images pour elle parce que Odieuse c'est un personnage de merde. De base, ça passait un tout petit peu dans l'épisode où elle apparaissait, mais une fois qu'on appuie ces espèces de conflits avec Marco, ah, il m'a démis de ma fonction, où tout était carré, tout ça, je veux me venger, c'est toujours des grosses conneries qui allaient nulle part. À chaque putain de fois, c'était naze et sans intérêt. Lorsqu'elle devient Météora, sur le concept, c'est un personnage très cool. Vraiment, c'est quelqu'un qui a totalement été défait par la société, qui voulait se débarrasser des monstres. Étant donné qu'elle était à moitié butterfly, à moitié monstre, on ne pouvait pas l'accepter. Et donc, cette personne rejetée veut se battre contre le système et le détruire. Parce que elle sent totalement que sa vie était gâchée par ça. Donc vous imaginez à quel point c'est fort mentalement parlant, psychologiquement parlant. Je suis totalement d'accord avec les gens qui veulent défendre le personnage de Météora là-dessus. Mais problème, c'est rattaché à Odieuse. Un personnage de merde que vous avez infligé pendant 2 saisons et demie. Et tout d'un coup, je suis censé trouver que c'est génial. Je suis désolé, il y a un problème. Si vous rattachez les deux personnages ensemble, il y a un petit problème. Et puis le troisième personnage, c'est-à-dire Météora qui a été rajeuni en bébé, donc celui qu'on voit là, qui est un nouveau personnage très différent puisque bah, c'est un bébé qui apprend un petit peu à être dans le monde, donc elle est complètement inconsciente de tout le mal qu'elle a fait avant. Et ouais, on se centre un petit peu sur elle qui découvre ses pouvoirs, son attachement envers sa mère, tout ça, tout ça. On fait quelques petites réminiscences par rapport à sa petite haine envers Marco. C'est mignonnet. Le fait qu'il ait un tout petit rôle à la fin pour aider à détruire la magie avec les représentants des Butterflies, c'est mignon ça aussi, j'aime bien, mais... Ouais, c'est pas non plus ultra marquant en tant que bébé, quoi. C'est un bébé, globalement. Un bébé à qui on donne des super pouvoirs. Ok. Et donc, voilà, t'as ces trois personnages très distincts. Et tu dois juger tout le personnage que ça représente uniquement. Donc,
C'est difficile, c'est difficile. Parce que d'un côté, un personnage que je blaire pas, de l'autre côté, un personnage que j'apprécie beaucoup dans l'idée, même si en toute sincérité, la transition odieuse Météora, c'est de la merde, pour moi, je vous le dis clairement. Et t'as un personnage de bébé acceptable, donc... Je fais quoi? Je fais quoi de ça? Je sais pas. Je sais pas, c'est difficile, c'est difficile. Donc je vais essayer de retenir plus le positif, donc ça va être plus dans le B, dans l'absolu, mais pas plus que ça. Parce que oui, tout le concept de Météora et le conflit de la fin de la saison 3 est très bon à cet égard-là. Mais il faut attendre la fin de la saison 3 pour ça. Petit problème, petit problème. Donc, difficile à dire, hein. Autrement dit, il nous reste Eclipsa. Maintenant, on passe à la famille royale et leur lien, parce que bon, pas vraiment la famille royale, même si lié par le mariage, oui, avec d'abord Eclipsa, donc la mère de la dite Météora, et facilement un des meilleurs persos de cette série. Il fait partie des rares cas à pouvoir battre Krapotoro. Et j'hésite un petit peu en fait. Là voilà, je sais pas, est-ce que je la préfère à Krapotoro ou pas? C'est difficile, parce que je trouve que son passé est très bon, elle a une bonne personnalité assez amusante, et le fait qu'on joue sur cette femme qui voulait juste en fait s'amuser, en fait c'était une star avant l'heure, c'est totalement ça, c'était une star avant l'heure, c'est cette femme qui voulait juste s'amuser, qui voulait découvrir le monde, et qui n'avait pas d'a priori. C'est pour ça qu'elle a épousé un monstre, c'est pour ça qu'elle a eu une enfant monstre, et qu'on l'a considérée comme une traître à la patrie, alors qu'elle ne l'était pas vraiment. Et on joue de façon déjà très intelligente sur le fait que est-ce que c'est une méchante ou pas lorsqu'on l'introduit vraiment dans la saison 3. Et lorsqu'on s'appuie un petit peu sur elle et ses relations, c'est très bon, quoi. Il y a des moments assez touchants par rapport à ça. Il n'empêche que je vais pas non plus la mettre en S, et je pense que je vais même la mettre en dessous de Krapotoro de pas beaucoup, pour la simple et bonne raison que certains trucs vont trop vite. Je sais que beaucoup de gens adorent l'épisode où on conclut un petit peu l'acceptation d'Eclipsa et de Grobgor, punaise, excusez-moi, je me souviendrai jamais de ce nom de merde. Cet épisode-là est vu en bien par beaucoup, je trouve que ça va tellement trop vite. Tellement trop vite cette acceptation comme ça en un seul épisode. Non, il aurait fallu faire beaucoup plus que ça pour accepter cette transition en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'habitant de Muni. Je suis désolé, à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Ça va trop vite. Et c'est un exemple plus parlant que d'autres, mais il y a plusieurs moments où je trouve que pas mal de moments d'évolution du personnage, de moments où on montre ses émotions, ce par quoi elle a dû passer, vont trop vite. Et je pense que c'est le truc qui gêne la chose. Par contre, je vais être plus sévère avec Grand Nord, parce que j'ai un gros problème dans la considération du personnage, beaucoup plus fort que pour Eclipsa. Eclipsa, ça va trop vite. De l'Aube Nord, on fait n'importe quoi pour moi. Mais on fait vraiment n'importe quoi sur sa considération. Parce qu'on appuie de façon super claire qu'il mange des enfants. C'est un truc qu'on dit, à aucun moment on ne le renie d'une quelconque façon, à aucun moment on ne contredit ça dans les faits ou quoi que ce soit. Il a bouffé des enfants. Et genre quoi, il y a Eclipsa qui lui a dit attends, fais plus ça, c'est pas bien. Et il s'est dit d'accord, j'arrête, et puis voilà. C'est ça le truc. T'es censé accepter ce genre de merde comme ça? Il a bouffé des enfants, il s'est repenti, c'est pas grave? C'était quoi cette merde? Vous auriez pu mettre en place de façon claire que c'est une sorte d'intox qu'on a envoyé, mais non, on essaye quand même d'appuyer que avant, oui, il bouffait, il était carnivore, maintenant il est devenu végétarien. Putain, ce genre de truc, vous le balancez comme ça, mais c'est grossier. Et puis bon, ouais, il est mignon avec Eclipsa, mais ça va pas très loin, c'est pas non plus comme si on l'appuyait énormément ce gars. Donc ouais, je vais le mettre en C, mais pas non plus énormément très loin, ici quoi. Nous avons donc ensuite la mère d'Eclipsa, je ne me souviens plus de son nom, Lunaria, Trucmuche, je m'en fous. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse, c'est pas grave. Alors, elle a un rôle un peu limité puisqu'on la voit pas souvent, on la voit en vitrail, je suis désolé, mais c'est rien en vitrail, en portrait, donc voilà, hein, c'est bien. Et on a un flashback rapide sur sa rencontre avec Mina.
Sa rencontre, ça appuie bien quelle était la mentalité de Miyumi et des Butterfly à l'époque, c'est-à-dire battons-nous bravement en bon chevalier contre les monstres. Il y a ce côté un peu noble et fier de sa part qui veut lutter contre les monstres et qui a totalement influencé Mina, donc très intéressant dans l'idée d'appuyer la mentalité de Mina. Ça va un peu vite, malheureusement, et c'est le problème principal avec ce personnage, c'est que j'aime bien l'idée qu'on montre, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui représentait des idéaux d'une époque, et que malgré tout, c'était quand même quelqu'un avec des bonnes intentions derrière. On ne montre pas une seule seconde que c'est une grande méchante par rapport à ça. C'est juste que c'est des idéaux de l'époque, les idées de l'époque, et quand Mina va trop loin pour les prendre en compte parce que les temps changent et une grande conservatrice, une fois de plus, qui ne veut pas ce changement-là, c'est intéressant. Le truc, c'est que c'est un flashback de 3 minutes, malheureusement. Et la fin, où on montre de façon très jolie, une fois de plus, j'aime beaucoup la fin à cet égard-là, qu'elle est derrière sa fille pour changer les choses, pour faire en sorte que on accepte les monstres, parce que je sais pas, elle a observé sa fille et ce qu'elle a fait maintenant en tant que nouvelle reine et les nouveaux idéaux qu'elle a mis en place. Elle a compris que c'était elle qui était dans le tort à son époque. C'est quelque chose de très beau en soi. Et le montrer juste rapidement comme ça, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Il y avait moyen de montrer un petit peu plus, un petit peu plus de moments autour d'elle pour la rendre vraiment impactante dans ce qu'elle représente. Mais dans ce qu'on montre, c'est quand même suffisant pour aller mériter un B-. Un B-. C'est la limite C+, je vais dire B-. Alors, on commence à parler des personnages qui vont m'énerver. Avec River, que je supportais pas. Et c'est dommage parce que, première apparition, premier épisode centré un peu sur lui, on montre que c'est quelqu'un un peu guerrier, dont Star tire quelque chose, quoi. On voit quelque chose d'intéressant, mais plus ça avance, plus c'est un gros blaireau qui est pas foutu de faire quoi que ce soit sérieusement et qui est juste là pour le gag débile et naze. Je hais, je hais 95% de ses interventions dans cette série, tellement il est saoulant, tellement il n'est pas capable d'être responsable de façon un tant soit peu sérieux, ce gars. Et donc oui, à un moment donné, il sauve Grob Nord dans la saison 4 et l'épisode de la saison 1 où on introduit un petit peu son personnage est cool. En dehors de ça, c'est un blaireau sans intérêt et naze. Irritant au possible, peut pas le blairer. Donc... Alors qu'à côté, on a le personnage de Moon qui est beaucoup plus intéressant. Alors le problème avec elle, c'est que au début... on a attendu beaucoup trop longtemps pour commencer à le développer, mais une fois qu'on commence à développer ce personnage de reine, ses responsabilités beaucoup plus sérieuses, qui est plus en lien avec le conseil de magie, etc., elle montre qu'elle s'inquiète pour sa fille, mais aussi qu'elle essaye de diriger un royaume et que c'est difficile. Et lorsque on se centre là-dessus, elle est très intéressante. Le souci, c'est que malheureusement, on passe pas suffisamment de temps là-dessus, je pense. Il y a des moments sympathiques là-dessus, mais ça aurait mérité d'être beaucoup plus puissant que ça. Et je trouve sincèrement que c'est grandement diminué par la plus grosse connerie de la fin de la saison 4 pour moi, où elle a permis à Mina son délire, tout en manipulant je sais pas trop combien de conneries, pour une raison complètement débile qui n'a aucun sens. Sérieusement, je me suis tellement énervé là-dessus, c'est le truc qui m'a le plus gavé dans la fin de cette saison 4, ça, cette espèce de trahison de Moon qui rimait à rien, qui apportait que là au fait. Hein. On aurait pu faire en sorte que Mina a trouvé son délire tout seul, sans que Moon l'ait aidé, ça aurait rien changé au récit. Mais on a créé du conflit débile entre les stars, c'était nul à chier ça. Un délire nul à chier qui m'a pas mal irrité. Et j'aurais pu la mettre en A, je pense, en dépit des trucs qui vont trop vite autour d'elle, mais ça non. Je suis désolé, ça la rabaisse trop pour mériter un A pour moi. Nous avons ensuite, bon, surtout Tom, mais on va parler rapidement de sa mère.
qu'on a mise ici simplement pour son design, hein. Parce que sincèrement, elle a un tout petit peu de personnalité lorsque on la voit un peu émotive, mais c'est juste. Regardez-moi ce démon de l'enfer, Maus costaud, qui au passage a un mari humain. Donc je me demande comment ça a pu se faire la conception techniquement, mais bon, c'est un détail ça. Elle est cool dans son design, et c'est tout. C'est tout ce qu'il y a à dire, elle est cool dans son design. C'est comme pour l'araignée, j'ai envie de dire. Elle n'est pas développée d'une quelconque façon. Nous avons ensuite Tom, qui est peut-être mon perso préféré, et c'est là que ça va être délicat. Parce que je sais pas qui je préfère entre Tom et Crapotoro. Le problème avec Tom, c'est qu'il a des moments un petit peu réducteurs, surtout quand on appuie justement cette espèce d'embroglio amoureux où on n'est pas sûr d'avec qui on veut être, mon cul sur la commode. C'était un peu chiant lorsqu'on appuyait ça. Lorsqu'on est revenu sur la nuit de la lune rouge, où il a essayé un petit peu de mettre en place une espèce de rituel avec Star qui n'a jamais été clair durant la quasi-totalité de la série, alors que c'est venu dans la saison 1 quand même. Ça n'a jamais été clair, ce truc-là, et c'était peut-être juste un truc symbolique, mais on a décidé de dire que c'était magique, et qu'il a en fait voulu manipuler totalement Star pour qu'elle tombe amoureuse de lui de façon forcée. C'était limite, ça ne l'a pas aidé, et c'est vraiment dommage parce que à côté, il y a quelque chose de vraiment très bon derrière. Parce que il y a ce côté gestion de la colère, quelqu'un qui a du mal avec ses crises. Et c'est un sujet sur lequel on essaye de se centrer un peu sérieusement. Au début, on essaye d'être un peu léger par rapport à ça, mais au bout d'un moment, on essaie vraiment d'appuyer que c'est difficile pour lui. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer sa colère parce que c'est un démon, parce que c'est un croisé démon humain, j'imagine que ça n'aide pas, surtout la moitié humaine, j'imagine. Et il, il lutte pour ça. Il y a ce côté vraiment très intéressant dans cette considération psychologique du personnage, quelqu'un qui essaye de s'améliorer en ayant conscience qu'il fait quelque chose de mal. Et quelqu'un qui s'attache pas juste à Star. Bon, on se dirait que c'est juste le rival de Marco et qui va mal le voir durant une grande partie de la série. Non, très vite, il devient pote avec Marco. Même pote très proche. Et les nombreux moments d'amitié entre eux sont, pour moi, parmi le meilleur de ce qu'a fait la série en termes de relations de personnages. Vraiment. Lorsqu'on se centre sur la psychologie du gars et les relations qu'il entretient, pas tellement avec Star mais avec les autres, en particulier Marco, j'adore le gars, j'adore sincèrement le gars. Et c'est franchement dommage parce que s'il n'y avait pas des moments un petit peu discutables par rapport à son désir d'être avec Star à un moment donné, je pense que je le mettrais en S sans problème. Tel quel, c'est difficile, hein. Je pense pas que je vais le mettre en S, c'est pas loin, mais je sais pas, quand je compare à Crapotoro, je vois beaucoup moins de zones d'ombre. Crapotoro, c'est peut-être le seul personnage pour lequel j'ai presque rien à redire. J'essaie de voir, j'essaie de situer une scène où j'aurais du mal avec Crapotoro de façon notable, et je vois pas. Alors que Tom, les moments forts autour de lui sont plus puissants. Sincèrement, et puis c'est un héros, là on est vraiment dans les personnages principaux qui sont présents tout le long et qu'on voit vraiment très souvent. Tom, il a des moments discutables, des moments qui m'irritent un petit peu, et c'est difficile, c'est délicat à déterminer. Est-ce que le plus positif de Tom arrive à compenser suffisamment les points négatifs pour être plus puissant que le tout positif de Crapotoro? C'est difficile. Difficile à dire. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Ça se joue à vraiment pas grand chose. Donc, je vais le mettre légèrement au-dessus, mais de pas grand chose. Hein. Je pense que ça vient du fait que c'est un perso principal qui a beaucoup plus de temps d'apparition que Crapotoro. Mais vraiment, gardez en tête que ça joue à rien. Ensuite, Janna. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec elle. Je trouve qu'il y a des problèmes autour du personnage, mais je la déteste pas. Je la déteste pas. Je trouve qu'elle a suffisamment de contributions en étant un peu cynique à sa façon et en se mettant dans l'intrigue de façon acceptable. Je trouve que sa contribution est pas anodine.
Et le fait de mettre en avant un représentant humain à Miyumi plutôt que juste Marco, c'est cool, j'apprécie ça. Et on aurait pu faire pire, hein, on aurait pu garder ces deux blaireaux là, je vous jure. Donc, ça c'est cool. Malheureusement, elle a ces moments où elle fait chier le monde pour rien en fait. Elle dit ah je sais pas où j'ai été, ah faites une quête pour me faire plaisir, pour que je puisse faire avancer les choses. Ce genre de truc, c'est chiant. Je vais pas nier, c'est un peu chiant. Et j'avoue que j'aurais pas été contre qu'on lui crée une relation un tout petit peu appuyée avec un quelconque personnage. Parce que c'est vraiment, en dehors de son amitié avec Star un tout petit peu, c'est vraiment la fille qui est un petit peu dans son coin, qui est un petit peu regardez-moi, je suis un peu spécial et je noue pas de relation un tant soit peu notable avec quelqu'un. Et et je trouve que c'est un peu à son détriment. Si elle avait noué une relation amicale, notable, sincère avec quelqu'un, voire une relation amoureuse, limite, je dis ça, mais dans l'absolu, vous auriez peut-être pu faire une relation amoureuse entre elle et Tom, quitte à vouloir forcer le couple Marco Star, plutôt, par exemple. Mais bon, une fois de plus, étant donné que vous avez fait toute une espèce de délire chiant sur la romance entre ces deux-là, avec je sors avec quelqu'un d'autre, pas avec toi, même si j'ai avoué que je t'aimais sur le j'en reparlerai rapidement à un moment donné de ça. S'il n'y avait pas eu cette merde et que vous étiez vite parti sur le couple Star Marco, vraiment, vous auriez pu mettre en place des relations plus fortes, plus saines entre différents personnages, mais c'est pas ce que vous avez fait et c'est un peu dommage. Enfin bon, je trouve quand même qu'en termes de personnalité, de contribution à l'intrigue, en règle générale, elle n'est pas affligeante du tout, elle passe. Donc ouais, je la mets là. Et bien ici, tiens, voilà. Ensuite, nous avons donc Kelly, hein, donc l'autre perso principal moitié. J'aurais peut-être pas dû la compter comme perso principal parce qu'il faut pas exagérer, mais allez, on va dire oui. Et d'abord, il y a son animal de compagnie. Il a un look cool, mais en dehors de ça. Et ensuite, nous avons Tad. Tad, avant de parler de Kelly, Tad, son premier petit copain, qui au début est assez rigolo dans la façon dont il le complète, parce qu'au début, il faut dire ce qui est, Kelly, c'est un perso gag. Hein. C'est plus tard qu'on se dit, on va peut-être le développer un petit peu. Et une fois qu'on se centre sur Tad en tant qu'ex jaloux, il est lourd. Il est lourd. Donc ouais, je vais mettre en D. Ici, ouais. Après, donc, Kelly, perso important à noter là-dedans, qui est sympatoche. Sympatoche lorsqu'on appuie sa relation avec Marco, lorsque on montre qu'elle a un côté un peu innocent et léger dans sa façon de voir les choses, qui me plaît bien. Après, c'est pas non plus comme si on développait énormément sa personnalité, mais elle est suffisamment sympathique pour mériter de tremper pour moi. Ensuite, alors, juste un truc, pour ceux qui auront suivi le lien que j'aurais mis en description pour noter, classer les personnages selon votre envie, vous remarquerez qu'il y a une catégorie qui met très bien l'avant et qui ne supporte pas Ponyhead. Et donc, il ne l'aime pas au point de montrer une image vraiment pas flatteuse d'elle. Et je le comprends parce que je la supportais pas moi non plus. Mais avant, il y a son petit copain, qui est un cas vraiment particulier parce que je trouve sincèrement que le gars est sympa. Mais vraiment, quoi. Cette espèce d'hippocampe euh, a un côté, regardez, je suis un vendeur, je suis quelqu'un de très propre sur moi. Ça crée même une sorte de contraste par rapport à son couple avec elle, qui est assez rigolo. Malheureusement, ce contraste s'oublie très vite lorsqu'on se centre un petit peu trop sur elle, puisque bon, une fois de plus, c'est un perso secondaire, mais il est rigolo. Et en toute sincérité, je lui dis quand même chapeau bas pour arriver à supporter cette connasse et être avec elle en dépit des horreurs qu'il te fait subir. Hein. Tu mérites 1000 fois mieux que cette conne, mais je peux pas te mettre en B parce que ta contribution est vraiment un peu inutile dans un sens, mais je peux pas te mettre ailleurs qu'en haut du C.
Vraiment, je l'apprécie suffisamment pour ça. Donc nous avons donc la connasse. La connasse qui fait partie du F. Je ferai le topo de mes ordres de non-préférence par rapport au F, mais je me suis tellement plaint sur elle. Son truc princesse, tu m'as vu. Non, whatever. Insupportable. Imbuvable. T'as juste envie de la baffer celle-là. Donc, ouais, comme River, elle a quelques épisodes pas totalement anodins dans sa contribution, ce qui est déjà mieux que ce que je pourrais dire pour Sensei, mais étant donné que c'est un personnage central, quoi, vraiment un protagoniste à un certain sens, je peux tellement pas, je peux tellement pas. Et nous avons dans le même ordre d'idée Glossaric. Alors, ouais, je pense que c'est le F que j'apprécie le plus parce que oui, il a quelques moments qui ont un sens lorsqu'il essaye un peu d'éduquer Météo à enfant et lorsqu'on essaye d'appuyer un peu son passé par rapport à l'histoire des Butterfly, on voit que c'est quelqu'un qui a de la bouteille, mais il est obligé d'être un connard dégueu pour montrer ça. Il est obligé d'être le je m'en foutiste affalé en train de faire des trucs gras pour montrer qu'il en a un peu rien à foutre de ce qui se passe. Dire regardez j'ai roulé ma bosse, j'en ai rien à foutre. Il est obligé de faire le gogol durant toute la saison 3. Regardez, j'ai été régressé au stade bébé donc je pisse partout, je suis un chien pour se foutre de la gueule des gens parce qu'au bout du compte il n'était même pas exactement comme ça, il a juste joué le jeu pour se foutre de la gueule des gens. Il est obligé d'emmerder le monde en étant débile pour montrer qu'il se fait chier en fait. Sérieusement, vous avez tellement abusé sur les moments lourdeaux du personnage que sincèrement, je peux pas le mettre autrement qu'un F. Il est chiant. 95% du temps, il est chiant et lourd. Donc oui, les 5% du temps où on appuie qu'il est prêt à aller assez loin, où on appuie qu'il est prêt à épauler Star dans sa conviction de finir avec la magie, tout ça, et qu'il est prêt à appuyer un petit peu la nouvelle génération, c'est cool. Mais pourquoi les 95 autres pourcents du temps, vous en avez fait ce blaireau vraiment chiant, je vous cache pas. Donc, et puisqu'on a fini avec les F, oui, on va faire un peu le topo. Donc déjà, celui que je préfère de ces quatre-là, oui, c'est Glossaric. Donc ça joue entre ces trois-là. Je dirais que dans l'absolu, je préfère un tout petit peu River à ces deux-là. Pour les moments un peu sympathiques qui montrent, très rares. Et ça se joue entre Sensei et Ponyhead. Putain, qui je déteste le plus entre ces deux-là, c'est difficile. C'est difficile. Plouf. Je pense que ça va être sur la quantité. En toute sincérité, sur la qualité de ses apparitions globales, je dirais que Sensei est le pire. Mais sur la quantité, punaise, elle est beaucoup trop présente pour le peu qu'elle apporte. Ponyhead, tellement chiante, tellement lourde à tellement de moments. Et au moins Sensei, j'ai la satisfaction de voir que au bout de la saison 3, ils se sont dit que c'était bon. Ce personnage, on en avait assez. Ponyhead, non. Non, on l'a gardé jusqu'au bout et ce qui est vraiment dommage parce que de base, la première apparition, il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose de pas trop mal si on la faisait évoluer vers de meilleures dispositions, mais elle a plus désévolué qu'évolué au fil de la série, celle-là est vraiment chiant, vraiment chiant. Et à chaque fois qu'on avait une opportunité de la mettre en avant, de montrer une évolution du personnage, c'était de la grosse connerie. En partie dans la saison 3, à la fin de la saison 3 où elle perd sa corne, tu te dis peut-être que ça va aller quelque part, mais non, c'est juste une connasse qui n'aura rien appris de réel par rapport à ça et qui n'aura pas évolué. Donc, ouais, c'est la pire. Ponyhead, pire personnage pour moi.
Nous avons ensuite donc notre couple principal. Et comme vous le savez, j'ai quelques problèmes avec. Hein. Je suis loin de trouver que ce sont des protagonistes géniaux qui n'ont rien à dire. Après, est-ce que je les déteste? Non. En toute sincérité, j'irais même jusqu'à dire que Marco mérite mieux qu'un C. Je vais mettre en haut du B, mais pas beaucoup plus. Hein. Ah non, non, vraiment, fin du B pour moi. Parce que oui, c'est quelqu'un qui sait se valoriser quand il veut, quelqu'un qui a des valeurs, et qui sait bien se battre, qui a ses moments de gloire importants lorsqu'il essaye d'aider, mais très souvent on le rabaisse stupidement. Très souvent il tombe dans ce ton global de la série où on doit entrer dans le jeu de la débilité du scénario et ouais, cette espèce de manque de considération envers certaines choses, comme par exemple envers sa petite sœur. Genre, je vois pas mes parents pendant plus de 9 mois, alors que c'est simple, hein, il suffit de demander à ta copine de créer un portail vers le monde des humains et t'y es en 30 secondes. Hein. C'est pas comme si le transport était compliqué ou long ou quoi que ce soit. Merde, connard. Donc, ouais, il y a certains manques de considération de sa part qui sont chiants. Et il y a pas mal d'idées qui sont pas développées plus que ça. Lorsqu'il est pris dans un univers parallèle pendant je ne sais combien d'années à lutter contre Ekapu, c'est très intéressant parce qu'on montre que le personnage a évolué, qu'il a grandi, qu'il est devenu un petit peu adulte par rapport à ça. Et lorsqu'il retrouve sa vie à la fin de cet épisode en se disant punaise, ça va changer, ça va plus être la même chose, tu te dis waouh, on va avoir une évolution énorme de personnage. Mais non, en fait, c'est le même Marco qu'on a eu avant cet épisode. Et il pâtit totalement de l'écriture feignante qui n'ose pas appuyer des évolutions notables dans ses concepts, alors que il y avait une évolution notable à faire là. Et c'est un peu saoulant. Il y a beaucoup de moments un peu saoulants autour du personnage qui semble ne pas vouloir évoluer suffisamment par rapport à ce qu'on lui donne. Et c'est vraiment dommage. Parce qu'il y avait une base intéressante, je le préfère largement à Star au début, ouais, dans son approche, mais on n'en fait pas des masses grand chose en fait. C'est juste je te soutiens Star et je participe à certains délires, mais on n'en fait pas des masses grand chose et je trouve ça dommage. Tandis qu'à côté nous avons donc Star Butterfly. C'est vraiment un personnage très polarisant pour moi. Parce que je vous renvoie totalement à ce que j'ai dit dans mon top 10 des princesses Disney négligées. Et pas mal de personnes me posent la question, si jamais vous vous posez encore la question et que vous êtes là tout de suite, est-ce que je considère toujours Star comme étant la 10e princesse Disney négligée, celle qui devrait être considérée comme une princesse Disney dans la gamme par rapport à ce qu'elle représente? Et je vous dirais oui. Je vous dirais oui par rapport à son concept, qu'on a mis beaucoup trop de temps à instaurer. Parce que durant 2 saisons et demie, c'est une connasse qui n'est pas foutue de comprendre les leçons qu'on lui inculque. Et donc, elle passe la plupart de son temps à s'amuser, à faire des conneries. Ah, regardez, je comprends rien à mon univers, je fais la conne, c'est drôle. Et la première saison, c'est déjà pas très intéressant. Je trouve pas que ça rend votre personnage très subtil, très fin, très attachant de la rendre conne au point de ne pas comprendre qu'elle fout le bordel. Mais lorsque on appuie ces moments-là de façon encore plus forcée dans les saisons 2 et 3, alors qu'elle a vécu énormément de trucs qui devraient lui faire comprendre qu'elle ne pourrait plus, qu'elle ne devrait plus se comporter comme ça, c'est saoulant, c'est vraiment saoulant. Et le nombre d'épisodes qui m'ont particulièrement gavé en appuyant ça autour d'elle, c'est irritant au possible. Néanmoins, je ne peux pas nier qu'il y a quelques moments assez forts où elle finit par comprendre un petit peu l'importance du pouvoir qu'elle représente. Ce besoin de changer ce système dans lequel il est en se rendant compte de son injustice. Et même dans la saison 1, il y a des moments comme ça. Un de mes épisodes préférés, c'est vers la fin de la saison 1 autour de ça, lorsqu'elle essaye de reconstituer l'histoire de Miuni et comment elle en vient à se rendre compte qu'au bout du compte, les monstres ont été les victimes
plus que les ennemis. Et c'est très intéressant ces moments de réalisation du personnage sur sa place. Et lorsqu'on appuie ça de façon beaucoup plus poussée dans la saison 4, où on la met vraiment face aux conséquences de ses décisions et la position de son choix. Voilà, j'ai décidé de laisser Eclipsa diriger le pays et de faire en sorte que les monstres soient acceptés et ils reprennent la place qu'ils méritaient. Il faut que je sois derrière tout ça, il faut que je gère le pays en conséquence, il faut que je me montre beaucoup plus sérieuse vis-à-vis de ça. Chose qu'on a un tout petit peu instaurée dans la saison 3 lorsqu'il essayait un petit peu de mettre en place la nouvelle génération qui accepterait les monstres. Qu'on soit bien d'accord, hein, c'est pas non plus venu de nulle part. Mais c'est vraiment à partir de cette saison 4 que ça a vraiment été instauré et que ça a été assez fort. Et dans cette saison 4, j'aime beaucoup Star Butterfly. Vraiment, hein, si c'était comme ça durant toute la série, si c'était cette star-là qu'on avait eue durant toute la série, je l'aurais mis en A. Sincèrement, je l'aurais mise en A. Mais non, on n'a pas eu cette star-là durant toute la série, c'est dommage. Et il y a aussi le fait que... il faut que j'en parle là aussi. Tiens, je vais les mettre côte à côte pour qu'on appuie ça, parce que je vais la descendre un petit peu. Si on n'avait pas autant insisté sur cette relation amoureuse chiante autour de est-ce que je t'aime, moi non plus, je suis pas sûr, en fait oui, en fait non, en fin de compte c'était un piège magique, mais en fin de compte je me rends compte que même sans ce piège magique, oui, va te faire foutre. Ce genre de truc m'a particulièrement irrité parce que la relation entre ces deux-là est passée de quelque chose de sympathique au premier abord à quelque chose de particulièrement saoulant parce que j'en avais plus rien à foutre. J'en avais plus rien à foutre qu'ils finissent ensemble parce que vous ne pouviez pas vous décider. Même dans l'épisode où on appuyait que Tom a en fait voulu manipuler Star pour qu'elle tombe amoureuse de lui, je me suis dit quand même que cet épisode de saison 4, si on était allé jusqu'au bout de l'idée en disant vous savez quoi? Non. Star et Marco ne sont pas censés être amoureux et au bout du compte ils vont finir en tant qu'amis et ils vont se faire des relations de couple avec d'autres personnes, hein, genre Marco et Kelly, Star et Tom. Je veux dire ok parfait, vous êtes allé jusqu'au bout de l'idée et vous avez pris votre décision, mais en fait non, vous êtes vous avez une fois de plus retourné votre veste comme des andouilles et ça m'a particulièrement saoulé ça. Cette gestion de la relation amoureuse centrale était irritante au possible. Et appuie de façon grossière et peut-être même insultante ce que votre public semblait vouloir rechercher, c'est-à-dire un truc de feuilleton basique à la Les Feux de l'amour où on n'arrête pas de changer le statu quo romantique juste pour créer du drame, du suspense, gna gna gna, et c'est naze. C'est naze. Ça ne m'intéresse pas dans Les Feux de l'amour, pourquoi ça m'intéresserait dans Star Butterfly? C'est clairement pas le cas. Donc, ces deux éléments très importants ont pas mal rabaissé les personnages. Et si Marco, j'ai quand même encore envie de le considérer comme un B de justesse, Star, non, hein, c'est un C. Un C, c'est moyen, et je vais la mettre là. Voilà, là. Parce que je peux pas dire une seule seconde que j'apprécie rien chez elle. Elle a des moments de grâce très forts, mais elle a des moments irritants très forts aussi. Et donc ça se compense. Et c'est tout ce que ça se fait, ça se compense. Dommage. Et voilà donc qui conclut un petit peu cette liste. Pour terminer, je vous laisse un petit peu avec le bilan global, le total de ce que vous avez. Comme vous voyez, pas mal de personnages. Aucun S, mais c'est pas passé loin. Crapotoro et Tom sont pas loin du S pour moi. Même Eclipsa est pas très loin. Mais il y a du bon et du moins bon, comme vous pouvez le voir. Je pense globalement qu'il y a plus de personnages qui me plaisent acceptablement que de personnages qui m'irritent dans l'absolu, même si ouais, il y a vraiment des personnages qui méritent. Hein. Et ça n'aide vraiment pas cette série à grandement briller. Néanmoins, j'ose espérer que cette liste vous aura plu. N'hésitez pas à faire partager la vôtre en participant au lien que j'ai donné en description. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.